Vous avez peut-être remarqué que, à l'exception de l'apocalypse zombie occasionnel, nous, les humains, ont tendance à fonctionner mieux avec nos systèmes nerveux intacts et nos cerveaux, membres et organes principaux tous connectés et communiquant les uns avec les autres. Eh bien, nous pensons qu'il est de notre devoir de vous informer que toutes les créatures ne sont pas si pointilleuses quand il s'agit de l'intensité de leur corps. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de créatures terrifiantes qui continuent à vivre après leur mort. Serpents décapités. Face à un serpent venimeux, la réaction naturelle de la plupart des gens tomberait dans l'une des trois catégories suivantes. Fuir, geler sur place, ou « Oh mon Dieu, tuez-le, coupez sa maléfique tête pointue !» Tandis que le dernier cours d'action peut sembler comme la manière infaillible d'éviter de se faire mordre, il s'avère que ça pourrait ne pas être le cas. Qu'est-ce qui rend cette abomination possible? Le serpent a des fosses sensibles à la chaleur de chaque côté de son visage, qu'il utilise pour détecter les menaces, et avouons-le, si vous êtes assez proche et que votre chaleur corporelle puisse être détectée, vous êtes assez proche pour être considéré comme une menace. Ces fosses sensibles à la chaleur sont capables de détecter une présence menaçante pendant des heures après la mort, ce qui signifie que le serpent peut continuer à se défendre. Et oui, cela s'applique même si le corps n'est plus attaché. Se faire mordre par un serpent mort peut être tout aussi meurtrier que se faire mordre par un vivant. Donc, ce que nous vous disons ici, nous le devinons, c'est qu'une tête de serpent sectionnée non seulement refuse de mourir, mais sa nouvelle forme sans corps peut effectuer des acrobaties effrayantes vers vous pour vous infliger ces morsures toxiques. Cafards. Les cafards sont infâmes pour leur ténacité et sont souvent cités comme les survivants les plus probables d'une guerre nucléaire. Certains prétendent même qu'ils peuvent vivre sans leur tête. Il s'avère que ces exterminateurs de fauteuils ont raison. Les cafards décapités sont capables de vivre pendant des semaines. Pour comprendre pourquoi les cafards peuvent survivre à la décapitation, ça peut aider de comprendre pourquoi les humains ne peuvent pas, explique le physiologiste et biochimiste Joseph Kunkel, qui étudie le développement des cafards. Tout d'abord, la décapitation chez l'homme entraîne une perte de sang et une baisse de la pression artérielle qui entrave le transport de l'oxygène et de la nutrition dans les tissus vitaux. Vous saignez à mort, Kunkel fait la remarque. Ils n'ont pas un réseau énorme de vaisseaux sanguins comme celui des humains, ou de minuscules capillaires que vous avez besoin de beaucoup de pression pour faire couler le sang. Après leur avoir coupé la tête, très souvent, leur cou se scellerait juste par la coagulation. Il n'y a pas de saignement incontrôlé. Poule. Si vous coupez la tête d'un poulet, il peut toujours courir pendant quelques secondes. Les animaux peuvent le faire parce qu'un réseau neuronal dans la moelle épinière est préprogrammé pour diriger les muscles dans divers schémas de mouvements fréquemment utilisés tels que la course. En dépit de recherches intenses sur la façon dont le corps, le cerveau et le système nerveux fonctionnent, les scientifiques n'ont toujours pas une image claire de la façon dont les cellules nerveuses communiquent pour effectuer certains mouvements. Pieuvres. Les tentacules des pieuvres peuvent encore réagir jusqu'à 1 heure après avoir été coupés de leur propriétaire décédé, et même essayer de ramasser de la nourriture et nourrir une bouche fantôme. Dans une expérience, les chercheurs ont coupé les tentacules des pieuvres, les ont réfrigérés dans l'eau pendant 1 heure, puis ont réussi à obtenir une réponse en 2 secondes lorsqu'ils ont sondé les membres sectionnés. D'autres recherches ont révélé que, lors de la rencontre d'un morceau de nourriture, un membre sectionné va le prendre et essayer de l'apporter vers la bouche de la pieuvre fantôme. Alors que les membres coupés d'une pieuvre ne peuvent pas repousser à nouveau comme ceux d'une étoile de mer, la pieuvre peut régénérer des tentacules d'une qualité bien supérieure à celle, par exemple, d'une queue de rechange souvent boiteuse de lézard. Pour ce faire, la pieuvre utilise une protéine appelée ACHE. Les humains ont aussi cette protéine, mais notre réserve de la molécule est beaucoup moins active qu'une pieuvre. Vers plat. Tout le monde connaît le mythe sur les vers de terre. Si vous les coupez en deux, vous obtenez 2 vers. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité, hélas. Cependant, si le ver de terre est remplacé par un ver plat, les 2 parties peuvent survivre à ces expériences enfantines. Qui plus est, que ce soit la peau, l'intestin ou le cerveau, la partie du corps perdue va simplement croître à nouveau dans quelques jours. Les créatures impliquées ici sont planaires, une classe de vers plats qui sont si plats qu'ils n'ont pas besoin de poumons ou de cœur pour prendre et distribuer l'oxygène dans leur corps. Si simple et pourtant si ingénieux? Il semblerait que oui. Des études de régénération impliquant ces animaux ont montré qu'un planaire démembré peut produire plusieurs animaux minuscules, d'où il pourrait presque être appelé immortel sous le bord d'un couteau.
Grenouille. Grâce à l'approche scientifique, coupons son cerveau et voyons ce qui se passe, prise par le neurologue du 19e siècle David Ferrier, nous pouvons vous le dire. Une grenouille dirigée mais sans cervelle se conduit très semblablement à une grenouille avec sa matière grise parfaitement intacte. Si vous la retournez à l'envers, elle se remettra. Si vous pincez ses pieds, elle va sauter. Si vous la mettez dans l'eau, elle nagera sur le côté et sortira. Et peut-être le plus troublant de tous, elle va même croasser si vous caressez son dos. Le premier facteur qui se traduit par les tendances hébétées des grenouilles est la puissance de la réaction réflexe, qui déclenche les impulsions électriques nécessaires qui permettent aux muscles de se développer ou de se contracter. Le second facteur entrant en jeu, la simplicité relative de l'anatomie d'une grenouille. Le manque de cerveau résulte seulement à un manque de spontanéité. Et Ferrier a noté que si l'énergie peut être artificiellement fournie, la grenouille continuera à répondre aux stimuli externes pour une période indéterminée. Mouches. Les femelles mouches de fruits vivront pendant plusieurs jours après qu'elles aient été décapitées. Cette femelle décapitée assume une position verticale comparable à celle d'une mouche normale et peuvent s'engager dans des actions complexes telles que le lissage, voler et, sous la contrainte, marcher. Bien que des variations spécifiques aux espèces se produisent, les mâles courtisent leurs femelles décapitées. Toutes les femelles décapitées de toutes les espèces étudiées à ce jour traitent les ouvertures de courtise des mâles comme s'ils étaient des stimuli étrangers nocifs. Tout d'abord, survivre sans tête n'est pas aussi impossible que l'on pourrait l'imaginer, à condition que l'on ait quelque chose comme un cerveau de rechange dans la poitrine qui gère la marche, le vol et d'autres choses au jour le jour comme la circulation et la respiration. Tortue. Si vous coupez la tête d'une tortue, elle peut encore nager. La tortue utilise fréquemment des mouvements de natation. Il est donc logique pour elle d'avoir un réseau neuronal dans la moelle épinière préprogrammé pour effectuer des mouvements de natation lorsque les cellules nerveuses sont stimulées. Cela signifie que les cellules nerveuses n'ont pas besoin de signaux spécifiques du cerveau pour inciter à une activation coordonnée des muscles nécessaires pour effectuer une course de natation. Aussi longtemps que le réseau neuronal est généralement stimulé pour le mouvement, il est déjà préprogrammé pour activer certains muscles spécifiques pour effectuer les mouvements de natation en coordination. Cela rend beaucoup plus simple et plus facile pour le cerveau d'envoyer des impulsions de mouvement vers le bas de la moelle épinière. Salamandre. Les salamandres peuvent faire repousser des membres entiers et régénérer des parties d'organes majeurs. Une capacité qui repose sur leur système immunitaire. La recherche le montre maintenant. Une étude sur l'axolotl, une salamandre aquatique, révèle que les cellules immunitaires, appelées macrophages, sont critiques dans les premiers stades de la régénération des membres perdus. Retirer ces cellules permanemment a empêché la régénération et a conduit à des cicatrices tissulaires. Les résultats laissent entrevoir des stratégies possibles pour la réparation tissulaire chez l'homme. Pour étudier le rôle des macrophages dans la régénération des membres de la salamandre, les chercheurs ont injecté à ces animaux une substance chimique qui détruit ou épuise ces cellules. Les niveaux des macrophages étaient partiellement ou totalement épuisés. Les salamandres qui avaient tous leurs macrophages enlevés n'ont pas réussi à générer de nouveaux membres et ont montré une accumulation substantielle de tissus cicatriciels. Les salamandres qui n'avaient que quelques-uns de leurs macrophages pouvaient encore régénérer leurs membres, mais plus lentement que la normale. Une fois que les salamandres ont reconstitué leur niveau de macrophages, les chercheurs ont réamputé les souches des membres des animaux qui se sont ensuite entièrement régénérés de manière normale. Collectivement, ces résultats suggèrent que les macrophages sont essentiels aux capacités remarquables de guérison des plaies des salamandres.